Emeline Beaune, bonjour, vous êtes première vice-présidente de la métropole en charge de l'économie, de l'emploi, du commerce, du numérique et de l'achat public. On va parler ce matin de quelques-uns de ces sujets, mais auparavant un mot sur deux sujets d'actualité. Il s'agit de la fermeture de l'école Lévi-Strauss dans le premier arrondissement et de la subvention de 30 000 € que vous venez d'accorder à l'Institut franco-chinois. Dans les deux cas, les écologistes, et vous en particulier, vous étiez vent debout contre ces deux sujets, la fermeture et l'Institut franco-chinois. Et aujourd'hui, vous avez changé d'avis, retournez votre veste. Est-ce que, en ce qui concerne l'Institut franco-chinois, les Ouïghours, et on ne me l'aurait pas dit, ne sont plus du tout menacés, ne sont plus persécutés? Alors, concernant le nouvel Institut franco-chinois, c'est Hélène Romain, côté métropole, qui s'est occupée du dialogue avec cette organisation, cette association qui compte 3 volets. Un volet concernant l'université et la recherche, un volet culturel et un volet entrepreneurial. Nous avons convenu collectivement que la métropole de Lyon était OK pour accompagner financièrement les 2 premiers volets et que les échanges relatifs entre entreprises, on va dire ça comme ça, on n'avait pas à s'en mêler. Les Ouïghours, parce que le 27 janvier 2020, j'ai repris vos déclarations, oui. Vous étiez vent debout, et là aujourd'hui vous avez oublié. Non, pas du tout. Les Ouïghours, ça ne vous aura pas échappé que Bruno Bernard, avec pas mal d'autres maires et présidents de collectivités, quelques semaines avant, avait signé une tribune, sauf erreur de ma part, dans Le Monde. Par ailleurs, à titre personnel, j'ai un compagnon qui a toujours été militant de cette cause-là et nous avons hébergé régulièrement des réfugiés de cette région-là chinoise qui n'est pas reconnue par le gouvernement. Donc je pense qu'à titre personnel, je n'ai rien à prouver. Et effectivement, comme vous l'avez noté, quand les écologistes sont en responsabilité, en tout cas concernant le nouvel Institut franco-chinois, on est dans le dialogue. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même d'habiller un petit peu une réalité de toute façon, Gérard Collomb ne défendait pas l'Institut franco-chinois comme je viens de vous le défendre. Il mettait plus en avant justement le fait que ça favorisait l'attractivité du territoire. Nous, on met plus en avant le fait qu'effectivement, il y a des étudiants chinois ici. Il y a une proposition c'est ce qui existait culturelle. déjà à l'époque. Ah, mais on n'a pas changé le projet, juste on ne le lit pas de la même façon. Bon, Emeline Beaune, un tout petit mot quand même sur l'école Lévi-Strauss. Oui. Alors là, vous étiez contre la fermeture et aujourd'hui, les écologistes votent la fermeture. Alors, première chose importante pour les hommes et les femmes qui nous écoutent, je ne suis plus conseillère d'arrondissement et conseillère municipale, mais je suis solidaire avec Yasmine Bouaga et Grégory Doucet, il n'y a aucun problème. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des besoins de place dans des territoires, dans le 8e, dans le 7e, dans le 9e, où la démographie va croissant, ce qui n'est pas le cas du premier, qu'effectivement, ça fait toujours plaisir aux parents, je suis parent d'élèves, d'être dans une structure où il y a 42 élèves. Ceci étant dit, les mêmes parents, soucieux de la justice sociale, peuvent comprendre qu'on a des besoins ailleurs et que le budget de fonctionnement aille dans des territoires où on a des familles qui ont énormément plus de difficultés. Je rappelle que dans la discussion entre Grégory Doucet et Yasmine Bouaga et les élus du premier, il y a eu ce sujet du quotient familial municipal et de regarder en fait quelle typologie de famille on a dans cette école maternelle dans le premier et quelle typologie de famille on a sur les extérieurs, je vous cite le 7, le 8, le 9. Voilà, il y a plus de besoins dans le 7, le 8, le 9. C'est simple. Voilà. Bon, on aura entendu, je ne sais pas si vous aurez convaincu ceux qui nous écoutent, mais on vous aura écouté. Parlons d'économie maintenant, si vous le voulez bien. En refusant de construire des bureaux nouveaux à la Pardieu, est-ce que vous risquez pas de faire fuir les entreprises qui voudraient venir s'installer ? Alors, pas du tout. J'ai passé mon grand oral devant les promoteurs début janvier. J'ai expliqué qu'on avait une posture de desserrement de la zone centre pour rendre attractifs des territoires qui le sont un peu moins. Lesquels, par exemple Givors, Grigny. Mais... Il y a déjà un pôle entrepreneurial à la sortie de la gare de Givors. Par exemple, Oulin avec la ZAC, qui était déjà dans les tuyaux, qui avance, donc pareil, à côté du métro. Pareil, dans la continuité sur l'Aune et Coteau, le long du métro. Après Carré de Soie, où là aussi, sur ce territoire-là, il va y avoir un pôle entrepreneurial. Et je n'ai pas eu de tomates en plein visage. Non, mais ils sont bien élevés. Ils sont tout à fait courtois et bien élevés, ils comprennent. Non, mais ils ont vu aussi l'évolution de la demande. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte socio-économique particulier où finalement il y a encore beaucoup de télétravail et il y a une mutation du travail. Les gens se disent, les entrepreneurs se disent qu'une partie de leurs collaboratrices, collaborateurs vont rester en télétravail et qu'ils ont peut-être intérêt à être plus sur les extérieurs, là où les gens peuvent habiter avec plus d'espace, je ne parle pas forcément de jardin, mais juste plus d'espace, et que les distances entre le lieu de travail et le lieu d'habitation soient moindres.
Alors vous avez décidé de réduire les crédits de l'ADERLI. L'ADERLI qui s'occupe effectivement de faire venir des entreprises, de les accueillir. Vous voulez plus d'entreprises? Alors vous avez une mauvaise information, baisse de Gérard 5%, Angel. baisse de 5%. Une baisse de 5%. Ah bah donc j'ai sur une bonne la première information. tranche. Alors, ça s'appelle une démarche juste et transparente. On a lancé une observation active, donc un audit sur cette association dont je rappelle la métropole apporte 58% du budget. On est co-actionnaire avec la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, Saint-Étienne et Roanne, donc en accord avec Philippe Valentin. Cet audit a été lancé. Ce serait incompréhensible au nom de la transparence des fonds publics de faire voter tout de suite la subvention pour toute l'année en disant bon, on fait une audit, mais finalement, ça ne va rien faire. Donc, on fait une audit. Ensuite, deuxième élément, le moins 5%, ça correspond pile poil au non-déplacement dû à la crise sanitaire. Tout simplement, vous pouvez vérifier auprès de Jean-Charles Faudis. Emeline Beaune, Lyon a fait sa place dans le monde des congrès, dans le monde aussi des grands salons. Quand la pandémie sera terminée, il va falloir relancer cette activité. Oui. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on fasse à nouveau revenir beaucoup de gens pour des grands salons, pour des congrès, ce qui permet aussi à l'hôtellerie locale de vivre? Mais tout à fait. Dès le 2 juillet, je crois que c'est la première interview que j'ai eue sur ce sujet-là. J'ai la chance de siéger au COFIL, l'association qui est en dialogue avec l'ACPL. Et qui est propriétaire, effectivement, qui gère de Eurexpo. Je rappelle que l'ACPL, c'est JL Evans et toujours la Chambre de commerce et d'industrie. Et puis, nous avons la délégation de service public sur le centre des congrès. Le sujet, c'est d'optimiser l'occupation de ces lieux. Ce n'est pas de dire on arrête et après, lorsque ça va reprendre, si ça reprend rapidement, je le redirai encore au collectif Event Again que je vois demain, le sujet, c'est de dire voilà les salons et les congrès qu'on accueille. Comment on peut être plus ouvert à des populations qui n'accèdent pas à ces salons, je pense aux étudiants et aux doctorants, pour faire ce lien beaucoup plus fort qui était déjà en place avec la recherche du territoire. Et le deuxième objet, c'est de dire, voilà, soyons vigilants, en particulier centre des congrès, parce qu'on n'a pas la même approche, sur des congrès qui nourrissent vraiment les questions de transition écologique. On a un autre sujet important qui est très consensuel, c'est la question de la santé. Il y a énormément de congrès relatifs à la santé. Ceci étant dit, est-ce qu'on peut faire venir plus de congrès sur les questions de mobilité, de lutte contre les pollutions, etc. Mais vous allez accepter que des gens viennent du bout du monde pour assister à des congrès? Pas nécessairement, si vous demandez... Mais s'il y en a qui viennent? Mais de toute façon, je ne peux pas être devant la sortie de l'aérogare et pister les gens. Voilà, donc les hommes et les femmes sur notre planète sont libres et on compte sur le fait que petit à petit, chacune se donne les moyens d'adapter sa mobilité. Par ailleurs, Gérard Angel, ça ne vous aura pas échappé, au centre des congrès, par exemple, et je pense en particulier à Biomérieux, maintenant on fait du distanciel et du digital. Donc il y a peut-être des hommes et des femmes, en particulier chez les chercheurs, ça se fait beaucoup, qui resteront derrière leur écran et leur micro, et des collègues qui seront là en présentiel. Emeline Beaune, je voudrais, avant de nous quitter, évoquer juste un petit sujet. La métropole a annoncé la mise en place d'un revenu de solidarité jeune. Oui. Alors, qui pourra le toucher? Combien ça rapportera? Quand est-ce que ça va être mis en place? Et combien ça coûtera à la collectivité? Alors, première chose de démocratie, le revenu de solidarité jeune, c'est proposé au vote la semaine prochaine. Pour l'instant, ça n'est pas voté, c'est une proposition. Donc, comme vous avez la majorité, ça va passer. C'est une proposition de l'exécutif. Regardez, vous avez même voté pour l'Institut franco-chinois. Donc une diminution de la subvention. Sur qu'on appelle donc le RSJ, le revenu de solidarité jeune, le principe, c'est de dire qu'il y a des jeunes qui n'ont pas de revenus parce qu'ils ne travaillent pas et qui n'ont pas d'autres accompagnements financiers. Donc on pense, alors là c'est un peu techno, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ils ne sont pas boursiers. Ils sont là, on comprend, voilà, la garantie jeune, etc. Donc le sujet c'est de dire, voilà, dans le contexte qu'on vit, avec la pression, avec toutes les autres difficultés que traverse notre jeunesse, on a la responsabilité, le on, c'est pas que la métropole de Lyon, l'ensemble des collectivités et l'État de notre point de vue, et de mon point de vue à titre personnel si vous voulez, on doit renvoyer un message à la jeunesse puisque c'est bien elles et eux qui demain vont créer, produire, penser, être parents. Donc tant qu'à faire, autant ne pas être trop malmenés sur cette période 18-24 ans pour vous répondre. Les étudiants sont exclus partant du principe qu'il y a des bourses. Ceci étant dit, un étudiant décrocheur qui n'a plus de bourse peut accéder à ce revenu de solidarité jeune. Qui serait de combien ? Qui serait de 300 à 400 € sur une période par mois, sur une période de 24 mois avec un suivi régulier et un ajustement chaque trimestre.
Le principal message, c'est de dire que là, on parle de dignité. On ne parle pas de permettre à un jeune, je vais vous dire n'importe quoi, mais de s'acheter un véhicule. Le sujet, c'est de renvoyer un message positif aux jeunes pour aller vers lui, tisser de la confiance et qui rentre ensuite dans des dispositifs qui lui permettent de revoir son projet professionnel personnel ou son projet de formation. Voilà, j'indique ici qu'il y a quand même énormément de jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, qui se retrouvent sans rien et ne serait-ce que pour eux, c'est une question de dignité. Eh bien, on aura noté que ça va être bientôt voté si vous avez la majorité, mais je n'ai pas d'inquiétude pour vous sur ce sujet. Emeline Beaune, je vous remercie. Merci beaucoup.